Alors dans cette vidéo, on va s'attaquer au client. Dans les dernières vidéos, on s'était attaqué au serveur, on a mis en place l'authentification. On a maintenant des endpoints qui sont privés, qui sont que accessibles par un utilisateur qui est authentifié. Et on a un endpoint pour se loguer, on envoie le mot de passe de l'utilisateur et son username pour recevoir un token et l'utilisateur courant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un client et pour ça, on va utiliser React. Et ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une structure rapide et pour ça, on va utiliser Create React App. Donc, on va directement l'installer, Create React App. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va le mettre dans le dossier client. Donc en fait, oui, j'avais créé ce dossier client, je vais juste l'effacer, rf client. Là, je vais plutôt retourner en arrière. Donc j'efface juste ce dossier et je lance la commande npx create react app et je vais l'appeler client. Comme ça, mon client va se mettre dans le dossier client. Donc on laisse faire tout ce qu'il a à faire. Une des autres librairies qu'on va avoir besoin, c'est React Router, parce qu'on va devoir faire des URL différentes, gérer des URL, et on va typiquement avoir une URL /login, une URL // tout court pour la page d'accueil. On va faire un truc assez simple, mais le but c'est de pouvoir se loguer et voir où est-ce qu'on peut stocker l'utilisateur courant et où est-ce qu'on peut stocker le token. Ok. Donc, mon client React s'est installé correctement. On va juste aller dans client et le lancer pour voir qu'est-ce qui se passe. Juste voir que tout fonctionne. Ok, c'est ouvert dans ce Google Chrome. Voilà. Faire ça comme ça. Ok. Donc, ici, tout a l'air de bien se passer. On a notre page d'accueil. C'est le truc de base que Create React App nous crée. Et voilà. Du coup, ce qu'on a besoin, lorsqu'on a une API et un client, même s'ils sont des dossiers différents, on peut faire en sorte que notre API puisse communiquer avec le serveur sans forcément savoir sur quelle URL est le serveur. Pour ça, on a besoin d'un proxy. Si vous allez voir dans les configurations ou dans la documentation de Create React App, vous verrez que dans package.json, on peut ajouter une option qui s'appelle proxy. Et on dit l'URL de notre serveur, http://localhost 2.5000. Qu'est-ce qui va se passer avec cette configuration? Chaque requête qui ne sont pas des fichiers statiques, donc qui ne peuvent pas être gérés par le client, vont passer par le serveur. Donc chaque fois qu'on ira sur /API ou /auth, ça ira. Nos requêtes passeront par ce proxy qui redirigeant ces requêtes vers notre serveur. Et du coup, on va tester ça tout de suite. Pour faire ça, on va lancer notre serveur. On va aller dans API et faire yarn dev. Comme ça, notre serveur aussi redémarre si jamais on fait des modifications. Donc, j'ai fait ça dans un terminal. Dans l'autre terminal, avant de lancer notre client, on va faire un petit test, juste dans la console, pour faire une requête vers le serveur, vers /API public, il y avait un endpoint public qui nous retourne un message, et juste voir si tout fonctionne correctement. Pour faire nos requêtes, on va utiliser la librairie Axios. Axios, yarn add Axios, donc on l'ajoute dans nos dépendances. L'avantage d'utiliser une librairie comme Axios, c'est qu'elle sera compatible avec tous les navigateurs. C'est possible que vous ayez utilisé Fetch par exemple, mais pour pouvoir utiliser Fetch, par exemple sur Internet Explorer 11, c'est pas disponible. Du coup, il vous faut un polyfill, une sorte de librairie qui va faire comme si c'était Fetch, mais en fait, elle va utiliser des fonctionnalités assez vieilles et assez lentes. Donc du coup, comme c'est vraiment une librairie,
qui marche partout, c'est déjà une bonne chose. Et aussi, il est peut-être aussi plus pratique à utiliser. Donc ça, c'est des exemples. On va typiquement importer Axios et faire axios.get pour faire une requête get, et on fera axios.post si on veut envoyer nos données. Et c'est ce qu'on fera pour notre login. Donc, on va faire un petit test, on va même le faire directement là-dedans, dans index.js. Tout ce qu'on veut, c'est voir si notre requête se passe bien et on peut communiquer avec notre serveur. Donc pour ça, je vais juste importer import Axios from Axios et on va faire notre exemple axios.get /API /public, et là ça retourne une promesse avec response, et là je vais faire console log response.data. Donc maintenant, si je lance mon client, yarn start, on va voir si tout fonctionne correctement. Laisse-le compiler et recharger notre truc. Oui, c'est bon, il a fait notre requête et on voit ici le résultat. On peut aussi voir ça depuis l'onglet Network. Si j'agrandis un peu cette fenêtre-là et que je recharge, on voit ici qu'il a téléchargé la page HTML. Donc si on regarde la réponse, c'est notre truc HTML. Et puis ensuite, il a téléchargé évidemment les fichiers JavaScript et il a téléchargé à API/public, et ça nous a retourné cette réponse-là. Donc tout fonctionne très bien. Donc pour la suite, ce qu'on va avoir besoin, c'est de faire le ménage un peu dans tout ce qui a été généré automatiquement, comme typiquement enlever tout ce CSS. On ne va pas faire de CSS aujourd'hui, vous en ferez quand vous aurez le temps, mais on va enlever vraiment tout ce qu'on n'a pas besoin de là-dedans. Voilà, du coup on a notre app. Dans notre index.js, on enlève le CSS qui n'existe pas. On peut virer notre petit test ici. Du coup, voilà, on va importer app. Dans app, on a fait juste le message home pour l'instant. Et on enlève aussi test, qui ne fait rien, qu'on n'aura pas besoin aujourd'hui. Et le logo aussi. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus clean. Et on a quelque chose de plus simple pour commencer. Donc on va starter notre serveur. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place un routeur. Comme ça, on va pouvoir avoir plusieurs URL. On va faire d'abord une URL pour home et une URL/login pour afficher notre formulaire. OK. Pour faire des routes, le mieux, c'est la librairie la plus populaire et la plus pratique à utiliser, qui s'appelle React Router. Et React Router, ça s'installe de cette manière. Add React Router, yarn add React Router. Donc, on va faire ça comme ça, yarn add React Router, par contre c'est React Router DOM. On l'ajoute en tant que dépendance. Tac. Et je vais aussi faire quelque chose de spécial aujourd'hui, c'est que je vais changer la version de React. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti qui s'appelle les hooks. Et puis, comme ça, on va aussi voir à quoi ça ressemble. Et comme c'est disponible que dans une version un peu en bêta, il va falloir faire yarn add react at alpha et react dom at alpha. Tac. Et il me demande la version 16.17.0, alpha 2, oui. Et pour React DOM, oui aussi. Parfait. Donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça va changer. Et voilà que notre React
il a les bonnes versions. On a React Router DOM. On devrait avoir tout ce qu'il nous faut maintenant. Du coup, on va pouvoir starter notre application et puis mettre en place déjà notre routeur. Alors, on va faire de la manière suivante. On va pas faire les choses vraiment hyper propres, même si, alors, cette première partie sera propre, bien sûr. On va importer, j'ai un raccourci import React Router DOM. Et la première chose qu'il faut, c'est avoir un composant qui va wrapper toute notre application. C'est pour ça qu'on le met au plus haut possible. Donc c'est vraiment le premier truc qu'on va render. Et ce composant, il va avoir la tâche de partager la logique pour diriger, rediriger les pages, etc. Savoir sur quelle page on est actuellement, récupérer les paramètres de l'URL, etc. Donc maintenant qu'on a ça, dans notre app, c'est là que je dis qu'on ne fait pas les choses vraiment tout à fait propres, mais pour aller plus vite, directement dans notre app, on va déclarer nos routes, nos différentes URL. Donc, on va importer React Router DOM. Pour ça, on a besoin d'un premier composant qui s'appelle switch, qu'on va mettre ici, et les composants route. Donc switch, le but de switch, c'est de render finalement une des routes qu'on va lui passer ici. Donc on va lui passer plusieurs routes. Là, typiquement, on n'en aura que deux. Mais il y en aura seulement une des deux qui va tout le temps s'afficher. Et puis maintenant, les conditions pour que ces routes s'affichent, c'est l'URL. Donc, à cette URL-là, /login, on va render un composant React. Donc, ce sera le composant qui va s'appeler login. Ok, très bien. On pourrait même l'appeler login page. Qu'on va déclarer après. Ici, à ce path-là, on va render un component qui s'appelle home. On pourrait même l'appeler home page. Parfait. Maintenant, ce qui est important aussi ici, c'est que cette route-là, elle commence par slash. Donc, quand React Router va passer ici, il va voir que, ok, slash, juste, je render ce composant. Mais en fait, cette route, elle match aussi le slash tout court. Donc, pour éviter ce genre de problème, pour éviter que ces deux composants se render, bon, là, de toute façon, on utilise un switch, donc ce ne sera pas le cas, mais vous allez souvent voir la configuration exacte. Ça veut dire que, exactement à la base, slash, on render ce composant-là, et les enfants, on ne les prend pas en compte. Ok, donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on va créer nos deux composants. Normalement, on créerait nos composants dans des fichiers séparés, mais là, on n'a pas le temps. On les fait ici. Donc, je vais tout simplement faire une div, h1, je vais mettre welcome. Ok. Ensuite, ici un petit point virgule, ça ne ferait pas de mal. Et on va faire la login page. Vous voyez, ces pages, finalement, c'est que des composants. Et ici, je vais juste faire un h1 aussi, et c'est login. Ok, donc on a mis ça en place. Là, on est sur la page d'accueil et la page login. Si on va sur login, on affiche login. Maintenant, le but, c'est ça. Il faut faire en sorte que cette page, elle soit accessible uniquement si on est logué et que celle-ci, on soit redirigé si on n'est pas logué et qu'on puisse finalement se loguer à partir de cette page. Ok, donc on va mettre en place déjà un formulaire pour pouvoir se loguer. Donc on va travailler dans login. Et pour faire ça, on va justement utiliser la valise form. Tac. Et ce form, il va avoir des inputs. Donc, il y aura input
Type text, c'est la valeur par défaut de toute façon. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vais l'écrire sur plusieurs lignes aussi parce qu'il aura plusieurs paramètres. Il aura placeholder. On va mettre, je sais pas moi, username. Et on va mettre un deuxième input. Donc on va faire un input. Et cette fois-ci, il y aura le mot de passe. Password. Ça, c'est le type d'input, c'est password. Comme ça, il nous cache les caractères qu'on rentre. Et ici, on va mettre juste password. Donc, là, ils sont côte à côte. On va mettre juste un retour à la ligne. Donc, on ne fait pas de CSS, hein, on fait du vrai HTML. Hein. Et finalement, on va avoir un bouton de type submit qui va s'appeler login. Et encore une fois, un petit retour à la ligne. Ici. OK. Maintenant, si on commence à taper des trucs, tout se passe bien, il faut qu'on fasse quelque chose. Le problème, c'est que submit, vous voyez ce qu'il fait, il recharge la page. En fait, le bouton type submit, s'il est à l'intérieur d'un formulaire, il va envoyer ce formulaire. Le problème, c'est que là, on ne veut pas faire de cette manière. Nous, on va faire une requête post manuellement. Donc, on peut ajouter un event ici. Au formulaire, onSubmit, on va appeler la fonction onSubmit, qu'on va déclarer. Donc, pour pouvoir déclarer une fonction dans ce composant, on peut faire ça ici. On peut dire const onSubmit, c'est une fonction qui prend un event. On ne veut pas qu'il recharge la page. Du coup, on va lui dire fais pas ce que tu fais normalement. En disant prevent default. Comme ça, la manière dont il se comporte automatiquement ne va pas se faire. Donc ça, si on clique, maintenant, il ne se passe rien. Puis le but maintenant, c'est qu'on va avoir besoin d'accéder à ces valeurs-là. Donc si vous connaissez bien React, normalement, vous allez me dire qu'il faut faire une classe, utiliser un state, et pouvoir aussi modifier ce state. C'est assez verbeux en fait. C'est pourquoi j'ai installé React, la version alpha, parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de ne pas avoir besoin de créer des classes si on veut avoir un state. On peut créer un state, utiliser un state. On aura besoin d'un state pour stocker notre username. On va pouvoir lui donner la value username et on va pouvoir donner un unchange. Donc, et ça, la solution pour pouvoir faire ça dans une fonction, c'est les hooks. Et si vous regardez ici dans la documentation de React, vous pouvez chercher hooks. Et il y a un endroit qui explique qu'est-ce que c'est les hooks. Les hooks, en fait, c'est une fonction qu'on importe ici. Et toutes ces fonctions, tous ces hooks vont commencer par le mot use. OK. Parce qu'à l'intérieur de notre composant, on veut utiliser le state, on veut utiliser quelque chose d'autre, le ref, etc. On peut utiliser plein de choses. Donc le but, en fait, c'est, au lieu de déclarer le state dans le constructeur, c'est ce qu'on aurait fait avec, pour stocker la valeur de notre input, on aurait fait un constructeur et affecté thisState égale quelque chose. Mais dans ce cas-là, avec useState, ce qu'on peut faire, c'est importer useState, et dans une fonction, dans un composant de type fonction, on peut appeler useState en lui passant la valeur par défaut, la valeur de notre state par défaut, et il va nous retourner un tableau avec deux valeurs. La première valeur de ce tableau, c'est la valeur de notre state, donc elle est tout le temps mise à jour chaque fois qu'on modifie ce state, et la deuxième valeur, c'est une fonction pour pouvoir modifier le state. Simple. Ça nous économise pas mal de lignes de code finalement, parce que on n'a pas besoin de déclarer ce constructeur ni ce extend, on n'a pas besoin de faire super props, on n'a pas besoin de faire thisState égale, on a juste à faire cette ligne-là. Donc si vous regardez plus loin dans les exemples, etc.,
vous verrez, vous comprendrez mieux. Mais on va faire ça directement ici. OK. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors déjà, ce composant, ça c'est une classe. On n'aurait même pas besoin de le faire sous forme de classe. On peut tout simplement const app equal, ou même pas, on peut dire que ça c'est une fonction qui retourne ça. Parfait. Donc, par défaut, on retourne ça. Ensuite, dans notre login, ce qu'on a besoin ici, c'est d'utiliser ce useState. Est-ce que je l'ai importé déjà? On va faire ça comme ça, useState. Donc ici, on va avoir besoin de useState comme valeur par défaut vide et qui va nous retourner username et set username. Donc, première valeur, c'est la valeur du state. Par défaut, elle est égale à ça. Et deuxième valeur qui nous est retournée, c'est pour ça qu'on utilise un tableau là. C'est vraiment un tableau qui est retourné. Et puis là, on utilise le principe de déstructuration pour pouvoir accéder la première valeur du tableau et la deuxième. Et la deuxième, c'est la fonction qui nous permet de modifier ce state. Du coup, avant, notre input n'était pas contrôlé. On pouvait quand même écrire dedans. Si maintenant on met une value username, ici on met value, on va faire un autre state qui s'appelle password. Donc finalement, on a juste qu'à copier ça et partout c'est écrit username, on le remplace par password. On appelle ça set password. Donc si, imaginons que je fais ABC et FG ici, voilà. Donc ça c'est la valeur par défaut, elle est affichée là-dedans. Et password, la valeur par défaut c'est ABC. Si on essaie de changer, je tape, rien ne modifie. On ne peut rien modifier parce que c'est un composant qui est contrôlé. Maintenant, il prend toujours la valeur, il sera toujours égal à la valeur qu'on lui passe en paramètre. Seule manière de pouvoir modifier la valeur qu'on passe en paramètre, c'est finalement changer notre state. Et c'est en faisant set username par exemple. Du coup, il va falloir qu'on attache un event ici. C'est une fonction qui va prendre un event et qui va appeler set username avec event.target.value. Donc l'événement, c'est l'événement fait qu'on a tapé avec notre keyboard. Et target, c'est l'élément qui a reçu l'événement, c'est notre input. Et value, c'est la valeur de notre input. Donc, on répète la même chose pour le password. Set username, set password, du coup, parfait. Du coup, maintenant, on devrait pouvoir être capable de modifier. Voilà, parfait. Voilà, avec ces deux lignes, maintenant, on a un composant qui a un state. Et voilà les valeurs par défaut, c'est bon. Donc, j'en ai marre de ces descriptions, c'est bon, ok. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, si on essaye d'envoyer notre formulaire, on pourrait tout à fait afficher dans la console les valeurs de notre formulaire, car on a accès au state. Donc si on affiche la console, tac, et qu'on affiche admin, password admin, enter, et voilà, admin, password, admin. Tout ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est notre logique pour pouvoir se loguer. On a besoin d'une manière de pouvoir appeler notre API. Bon, on va utiliser Axios pour ça. Et on a besoin d'un endroit où stocker notre utilisateur. Donc, on va implémenter ça sous forme d'un composant
qui va s'appeler auth provider. Le but, c'est que ce composant-là, il partage des fonctionnalités à n'importe quel composant React de notre application. Donc pour faire ça, on a besoin de faire une classe. Pas obligé de faire une classe, mais là on va faire une classe. Et cette classe-là, elle va avoir un state. Donc je pourrais très bien utiliser les hooks aussi, c'est juste que je ne suis pas encore assez expérimenté avec pour pouvoir savoir exactement la meilleure manière de les utiliser. Et c'est pourquoi je vais faire de la manière traditionnelle. Donc, le but en fait, c'est que ce provider, il ait un état local qui contient l'utilisateur, par défaut il est nul, et qui contienne aussi des fonctions sign-in. Donc je vais la déclarer plutôt ici d'abord, pour que vous compreniez bien. C'est qu'il va avoir une méthode sign-in, qui va prendre un username et un password, et qui va appeler notre API pour loguer l'utilisateur. Et celle-ci devrait nous retourner un user et son token. Il aura aussi une méthode qui s'appelle signout pour pouvoir se déloguer. Donc ceci ne prend pas de paramètres, mais il faut faire quelque chose ici. Ok? Ce qui serait bien aussi, c'est de savoir aussi s'il y a une erreur de login. On pourrait aussi mettre ça dans le state ici. Error, pour l'instant, par défaut, c'est nul. Imaginons qu'on a mis le mauvais mot de passe. On peut mettre ça dans un state. Et voilà. Et du coup, le but, c'est que ce state-là, il ne soit pas que visible depuis ce auth provider, mais qu'il soit visible partout. Pour ça, on a besoin du contexte. Donc, comment ça marche le contexte? Ce qu'on a besoin de faire, c'est créer une variable, contexte par exemple, et on utilise react.createContext. Donc, create context, ça va nous créer deux composants. En fait, ça va nous créer un provider, un composant parent à toute notre application, ou un bout de notre application, qui va nous permettre de passer des informations, et ce sera les informations du state qu'on veut passer, et un autre composant, consumer, qui va permettre d'atteindre ce contexte depuis un autre composant. Donc là, je vais juste les renommer. Là, je les ai pris les deux parce qu'il nous retourne deux valeurs. Je vais appeler celui-ci, au lieu de juste provider, je vais appeler auth context provider. Et ici, consumer, je vais l'appeler auth context. Voilà. Donc, premièrement, comment on utilise le provider? C'est que ce auth provider, il va englober un bout de notre application. Donc finalement, il n'affiche rien de lui-même. Il va juste prendre children en ses propriétés. Et dans sa méthode render, tout ce qu'il va afficher, c'est ce qu'on lui passe en enfant. OK? Et ensuite, deuxième chose, c'est que comme on a envie de passer des informations aux enfants, à tous les enfants de notre application, on va wrapper ça dans auth context provider. Donc, provider, c'est celui qui passe les informations. Et on va render children. Et ici, la value, c'est la valeur, c'est toutes les informations qu'on veut passer aux enfants. Donc là, on va utiliser this state. OK. Donc ça veut dire qu'on va passer tout ce qui est dans le state. Tout ce qui est dans le state sera accessible. Donc ce qu'on veut que ce soit accessible aussi, c'est la méthode sign-in. Donc dans notre state, on va mettre une clé sign-in qui va être égale à 10.sign-in. Donc on peut passer des fonctions de cette manière. Et sign-out, qui sera 10.sign-out. Alors, est-ce qu'on peut tester maintenant notre contexte pour voir s'il fonctionne?
Ce qu'il faut faire là, alors c'est notre consumer, pouvoir l'exporter parce qu'on aura besoin de exactement cette variable-là. On devra l'importer depuis un composant pour pouvoir accéder au contexte. Donc, par défaut, on exporte le composant lui-même et on rajoute un export nommé qui sera auth context. Voilà. Du coup, si on retourne dans notre app ou index, je peux même aller dans l'index. Non, plutôt index du client. Donc j'avais mon browser router, je vais ajouter aussi mon contexte. Cette fois-ci le provider. Je vais aller dans auth provider. Et je vais englober non seulement mon application du router, et aussi de mon auth provider. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Auth provider, c'est un composant qui render les children. Children, c'est app. Sauf qu'il ajoute encore un provider ici qui permet de partager des informations. Pour accéder à ces informations, et typiquement on aura besoin ici, on aura besoin d'avoir la méthode login qu'on va appeler ici. Du coup, on va englober ce login page, cette méthode render de notre contexte. Du coup, comment on fait? On va dans auth provider. Au lieu de prendre auth provider à leur défaut, on va prendre un des exports nommés qui est auth context. Celui-là, c'est le consumer. Et puis ensuite, ce qu'on va avoir besoin de faire, alors juste voir comment je vais faire ça ici. Comment on va utiliser ici, c'est que au lieu par exemple de faire une div ici, on va pouvoir faire auth context. Et celui-ci va nous passer une fonction. On lui passe une fonction paramètre, et cette fonction prend en paramètre les valeurs du contexte. Donc si je mets ça dans une variable, auth context, que je fais comme ça, et le contenu que je veux retourner, c'est ça, return, je mets des parenthèses, tac. Donc, la méthode onSubmit, je vais la mettre plus bas, je vais plutôt la mettre ici, parce que j'aurai besoin du auth context ici. Mais on va déjà juste essayer de loguer ce contexte pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Auth context. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est normal, règle se plaint parce que je rends deux nœuds côte à côte. Je devrais toujours avoir un nœud comme une div en haut. Donc, si vous n'aimez pas mettre des divs, vous pouvez très bien mettre des fragments. Ça, c'est une des manières pour écrire un fragment. Mais tout ce que veut React, c'est qu'on retourne toujours un seul nœud. Donc, en retournant un fragment, on retourne bien un seul nœud. Mais si on veut mettre une div, ça va tout à fait aussi. Dans notre cas-là, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et voilà, dans notre console, ce qu'on a, c'est user nul. Et on a nos deux fonctions, sign in, sign out, et aussi error nul, user nul. Parfait. Du coup, ce qu'on a à faire ici, c'est sélectionner ce qu'on a besoin. Première chose qu'on a besoin, c'est sign in. Parce que quand on va cliquer sur onSubmit, au lieu de faire juste un console log, on va faire sign in en lui passant username et password. Voilà. Donc ici, on appellera la méthode sign in. Et puis maintenant, il faut implémenter cette méthode. On va implémenter cette méthode donc dans le auth provider, sign in. On va recevoir username et password. Et pour ça, on va utiliser Axios pour faire la requête. Axios, Axios. Donc, si on se rappelle bien, pour faire cette requête, c'était axios.post. On dit à quelle URL on veut poster nos données. Donc c'est à /auth/login.
Et on avait besoin de passer dans le body de la requête les informations username et password. Voilà. Si ça tient sur une ligne, je préfère. Ensuite, on va faire un then. Dès qu'on a reçu les informations, on aura response. Qu'est-ce qu'on va faire de ce response? On va extraire user et token. Response.data. Et on va voir juste déjà si on a bien les informations user et token qui s'affichent. On peut aussi mettre un catch ici. Qu'est-ce que va faire notre catch? Il va prendre une erreur en paramètre. Peut-être qu'il veut vouloir la loguer. Vraiment l'erreur pour voir qu'est-ce que c'est dans la console. Il ne faudrait peut-être pas faire ça en production. Et aussi faire un set state pour dire qu'il y a une erreur. En général, s'il y a une erreur, c'est que ça peut être invalid username or password. Ça, c'est à checker en fonction du statut de l'erreur, du statut de la réponse. Et si c'est 401, bah, ce sera invalid username password. Et puis, il faudrait mettre un message différent s'il y a une erreur du serveur inattendue. Si c'est une erreur 500, etc. Donc, si on va juste tester notre truc, on appelle bien le sign in ici. Sign in, il prend ça, il appelle notre serveur et il log les résultats. Alors, ce que je vais faire tac et tac. Je vais mettre admin et test, c'est un faux mot de passe. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Unauthorized, parce que j'ai mis le faux mot de passe. Par contre, si je mets ici admin, le bon mot de passe, je reçois bien user et token. Voilà, donc le but. Maintenant, dès qu'on a ça, on a juste à modifier le state. On dit set state. Déjà user, on le met. Le token, on verra plus tard qu'est-ce qu'on en fait. Mais si déjà on arrive à avoir le user dans le state, c'est déjà bien. Donc, on peut, par exemple, étape suivante, regarder error et user. On prend ces deux valeurs-là. Puisque maintenant ces deux valeurs, elles sont connectées au state, elles vont être aussi dynamiquement changées ici. Donc cette fonction va se rappeler chaque fois que ces valeurs changent. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Console.log. Hey, user. Maintenant, si je mets admin, évidemment quand je tape aussi, cette méthode s'appelle aussi, puisqu'il y a le use state, set state, quand cette valeur change, il faut rappeler tout ça. Donc chaque fois que je tape un caractère, il y a des logs qui s'affichent. Mais quand je mets login, hey, c'est bon. Donc là, ça se passe bien. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, première chose, s'il y a une erreur, on l'affiche après le bouton. On peut faire un paragraphe, style, color red, et s'il y a une erreur, error, on l'affiche. Quand c'est nul, ça ne va rien afficher du tout. Mais si j'affiche ici admin, blablabla, bla bla bla, tac, invalide username et password. Nickel. Je vais enlever ce console log qui nous embête. Et deuxième chose à faire maintenant, c'est que on veut rediriger l'utilisateur sur la page d'accueil si il est logué. Donc si ça réussit, c'est qu'il y a un user. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Au lieu de render le formulaire, on va render autre chose. On pourrait render la page de login. Ce sera assez moche de le faire dans le login page, on affiche la home page. Mais on va faire un truc un peu plus propre, c'est utiliser le composant redirect de React Router. C'est un composant
Donc lui, il va rien render, il va tout simplement, au moment du render, il va rediriger à l'URL qu'on a mis dans le paramètre to. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est return redirect to slash. Donc si tout fonctionne bien, on va sur admin, login, je ne veux pas sauvegarder, et on est sur la page welcome. Parfait. Bon, le problème, c'est que on a accès à la page welcome, on a accès à la page login, mais même si on n'est pas logué, on a accès à la page welcome. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Il faudrait faire en sorte que la page home, elle soit protégée. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'utilisateur dans notre contexte, elle ne s'affiche pas, elle nous redirige vers login. Donc, il y a une manière de faire ça. La manière simple, ce serait de réutiliser auth context ici. On peut vite le faire ici. Return, tac. On va faire comme ça. Quand on est dans homepage, tac, tac. On va utiliser le auth context. On va prendre la clé user. Et si il n'y a pas d'utilisateur, on return redirect sur login, sur to slash login. Voilà. Donc finalement, notre home page, au lieu de retourner juste welcome, elle fait un check d'abord. Comme elle a accès au contexte, elle peut l'accéder comme elle veut, juste en important ce auth provider. Elle a accès à l'utilisateur. Par défaut, il est nul. Donc si on va arriver à la page home, il va nous retourner à la page login. Donc voilà. On ne peut pas aller à la page home. Par contre, si on se log, admin, login. Là, c'est bon. Mais là, vous allez voir que si on recharge la page, comme le state de notre host provider est perdu quand on recharge la page, les states, il n'est pas du tout persisté, ça fait que il ne sait plus s'il y a un utilisateur, du coup, il nous retourne sur la page login. Donc ça, c'est un des problèmes. Un autre problème, c'est que dans chacune de nos pages, on ne va pas vouloir réécrire ce code-là. Du coup, faire ce check-là, ça serait un peu lourd de faire ça partout. Même si on n'a que 2 routes ici, mais imaginons qu'on a encore d'autres routes, et puis c'est d'autres choses. Si on veut tous checker partout là-dedans, ça va être un peu la galère. Ça serait cool s'il y avait une route qui s'appelait Protected Route, qu'on pourrait importer, mais c'est pas possible. Par contre, on peut en créer une. On peut créer un composant qui s'appelle Protected Route, qui va faire le job. Du coup, je vais juste faire ça. Alors en fait, notre Protected Route, elle est nécessaire pour la page Home. Donc, on va créer un nouveau composant, Protected Route, qui va prendre des props, parce que tu vois, on lui passe des props ici. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va lui passer. Mais qu'en fait, elle va nous retourner une route, mais une route modifiée. Comment on fait pour retourner une route modifiée? En fait, ce qu'on veut ici, c'est au lieu de passer le composant homepage, on a envie de passer à route un component qui check d'abord l'authentification. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que React Router nous permet de soit spécifier component, on donne vraiment le composant qu'on veut, ou bien render à la place de composant. Et là, on peut passer une fonction qui nous retourne un composant. Du coup, dans cette fonction, c'est là qu'on peut faire notre check. Donc, du coup, ça va ressembler à ça. Déjà,
on va faire le truc sans protection, ce qui veut dire que ici, à protected route, on passe un component. Donc, on va avoir l'accès à component comme ça. On va juste le renommer en component avec majuscule pour pouvoir retourner ce component. Donc là, tout se passe presque bien. Il y a des problèmes parce qu'ici, il y a un truc qui manque. Là, voilà. Donc ça, c'est un des paramètres. Mais il y a aussi le path qu'il faudrait avoir. Et il y a aussi le exact. Donc on pourrait très bien tous les prendre, path, exact, et les passer ici à route. Mais le plus simple, quand on n'en sait pas s'il va y avoir d'autres, on va prendre component et le reste. On va même s'appeler ça rest. Et tout ça, on va le passer ici. Donc, toutes les propriétés, à part component, je les passe à route. Et component, je l'utilise là-dedans, dans render. Ça, déjà, ça devrait marcher sans problème. Par contre, il n'y a aucune protection. Donc, si je vais sur la page Home, on ne peut pas, tout simplement parce que ici, il utilise un auth context. Donc, on va remettre ça comme avant. Tac. Et on va retourner directement le contenu. Donc, si on enlève notre protection qu'on avait mis avant, si on accède à / tout court, on a welcome. On ne devrait pas pouvoir. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est au lieu de retourner component tout court, d'ailleurs, render, il prend aussi des props qui s'appellent params. En fait, ça c'est si on va loguer ces paramètres ici, comme ça vous pouvez bien voir, return console.log params. Voilà, ça c'est les props qui regardent en plus. Donc ici, en fait, on a des params sur la location, c'est slash, on a history, c'est l'historique du navigateur, des navigations, etc. On a match, etc. Donc ça, c'est bien aussi de les passer, parce que quand on utilise component, ces paramètres sont passés automatiquement aux composants. Donc, si on veut faire un truc bien générique, on va aussi passer tous ces params comme il l'aurait fait ici. Du coup, maintenant ce qu'on a besoin, on va faire un truc assez compréhensible. On va utiliser notre auth context pour avoir accès à l'utilisateur. Et if il n'y a pas d'user, on va retourner redirect vers /login. Sinon, on va retourner le composant qu'on voulait retourner. Et voilà. Du coup, on veut accéder à Home. On arrive à Login. On va faire admin, admin. Et on arrive à Welcome Page. Donc là, c'est un peu du spaghetti. Si on veut rendre ça un peu plus clean, là, ce return n'y sert pas à grand-chose. On peut se passer du return en faisant comme ça. Et encore une autre chose, ici, on fait juste un if. If user, on fait ça, sinon on fait ça. Donc on peut très bien faire aussi ça d'une manière beaucoup plus simple. On ferait juste de cette manière. Return, check. Si utilisateur, on retourne ça. Sinon, on retourne ça. Et là, on se rend compte que ce return, il sert à rien non plus. Du coup, on rend ça de cette manière. Parfait. S'il y a toujours des problèmes d'indentation, que c'est moche, ça nous de voir comment on veut faire.
Et voilà, notre code devient de plus en plus clean sur pas beaucoup de lignes. On a maintenant un composant spécial qui s'appelle Protected Route qui lui va checker si l'utilisateur est authentifié ou pas. Cool. Donc maintenant, il reste une chose cruciale, c'est comment faire en sorte que si on s'est logué correctement, admin, on arrive à welcome. Si on recharge la page, on devrait rester sur welcome. Comment persister le login? Ça va se faire dans notre context provider, auth provider. Si vous vous souvenez bien, ce token, on n'en a rien fait du tout. Et voilà ce qu'on va faire avec ça. Le token, c'est ce qui devrait être persisté. Comment on va le persister? C'est simple, on va utiliser une méthode de stockage qui s'appelle local storage, window.local storage. Et dans ce local storage, on peut ajouter des éléments. Tous les éléments qu'on met dans ce local storage, avec par exemple la méthode setItem, seront toujours accessibles même après des rechargements de la page. Donc, on va faire un item qui s'appelle token, qui aura la valeur token au moment où on fait notre login. Donc, on fait d'abord local storage setItem token, puis ensuite on fait setStateUser. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On peut déjà tout de suite tester si ça se fait correctement. Je vais aller sur admin, et je log. Pour pouvoir voir qu'est-ce que contient notre local storage, on va aller dans l'onglet application. Et il y a plusieurs storages dans un navigateur. Il y a les cookies que vous connaissez, et il y a aussi le local storage. Donc là, comme je suis sur localhost 3000, c'est là où je teste toutes mes applications. Il y a des clés qui ne servent pas à grand chose, comme celle-ci, qui ne sont pas à voir avec notre application en cours. Je vais toutes les enlever et refaire la manipulation, admin. Voilà, maintenant on a un token qui est ici. Donc, grâce à ce token-là, ce qu'on peut faire, c'est que quand on recharge la page, il devrait pouvoir relire ce token et demander à l'API de vérifier ce token et de nous retourner un utilisateur, automatiquement, sans devoir aller sur le formulaire et cliquer sur login. Donc comment on peut faire un truc au démarrage de l'application? Donc cette fonction, elle s'appelait lorsqu'on appuie sur un bouton, et là on ne veut pas au démarrage en renvoyer notre username password, ce qu'on veut c'est faire sign in, mais sauf que sign in avec un token. Donc pour faire quelque chose au démarrage de l'application, ou bien au moment où ce provider s'instancie, c'est component did mount. Component did mount, c'est la première méthode qui est appelée après le constructeur. Elle est appelée quand il vient de se render, quand il va se render. Ouais, quand il vient de se render. Du coup, c'est ici qu'on va faire. Première chose, on va aller à lire ce token qui est dans window.localstorage.getItem token. Et s'il y a un token, on va aller sur get. Cette fois-ci, c'est sur /API/me. Parce que là, on a déjà le token, tout ce qui nous manque, c'est l'user. Le user pour pouvoir mettre dans state. Donc, le token, il contient que le user ID. Nous, on a besoin d'un user complet. Parce qu'il contient l'email, il contient le first name, last name, plein de choses qui peuvent être utiles pour être affichées dans un sorte d'avatar ou plein de choses comme ça. Du coup, on va aller sur app.axios.getAPI/me. Et on va envoyer le token dans les headers. Donc, pour ça, avec Axios, c'est l'objet headers, et on lui passe authorization. Et ici, on va passer une chaîne de caractères, le type du token bearer, et là on passe le token. Donc s'il existe, on le fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après ça? Dès qu'on a la réponse, response,
Donc, dans la response, on a normalement un user, response.data, et là, on fait this set state user. Et c'est à ce moment-là, this set state user, qu'on sera logué. Ça veut dire qu'au démarrage, s'il y a un token dans le local storage, on se log automatiquement. S'il y a une erreur, une bonne chose, s'il y a une erreur, c'est que le token n'est pas valide. Donc, on peut très bien faire un petit truc debug, error. Ça ne serait pas à faire en mode production, hein. Pas besoin. Mieux vaut en mode développement. Mais on pourrait au moins, s'il y a une erreur, c'est que certainement le token n'était pas bon, donc on peut le supprimer pour ne pas avoir à refaire ça. Et voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, tant que le token existe, on arrive directement à la page Welcome, la page protégée. Si on supprime le token, il est supprimé, on recharge, on arrive à la page login. On est obligé de se reloguer, admin, admin. Attends, est-ce que je l'ai mis juste? Pour y arriver. Et là, c'est bon. Du coup, c'est simple, comment se déloguer? Sign out, finalement, c'est la chose suivante. C'est local storage.remove item token. Le problème, c'est que si on le supprime, on risque de rester sur la même page. Il faudrait reset ce state-là. On pourrait très bien faire this.setState user nul. C'est réglé. Et afin de pouvoir appeler cette méthode, on y a accès depuis le contexte. Donc si, imaginons que dans la page welcome, on ajoute un autre bouton ici, bouton logout. Maintenant, on a envie de on-click pour faire sign out. D'où il vient ce sign out? Du contexte. Donc, on utilise le contexte, on prend que la méthode sign out. Voilà, on-click, on appelle sign out. Donc notre bouton isRender ici, il va remove le token qui est là et mettre le user à nul. Boum, et c'est bon. Si vous avez beaucoup plus de state, c'est vrai que ce state là il est tout simple, user, voilà. S'il y a énormément de state et puis que vous devez mettre user nul, error nul, machin, puis même dans d'autres endroits, peut-être qu'il y a d'autres states locaux qui sont, voilà. Une chose que vous pouvez faire, c'est de toute façon faire windows location.reload pour recharger la page et tous les states locaux ils vont être perdus automatiquement. Donc ça, c'est à vous de voir la méthode que vous voulez utiliser. Et là, il y a un rechargement complet. Donc, là, je pense qu'on a fini. On a pu utiliser notre API avec le client. On arrive à la page de login. Et on a utilisé ce provider pour partager des fonctionnalités à plusieurs composants. Et on utilise le local storage pour stocker le token. Donc, prochaine étape, ça sera dans la prochaine vidéo, qui sera plus courte, parce que là, il y avait beaucoup de choses à voir. Mais on verra par exemple comment utiliser une base de données pour stocker les utilisateurs, comment faire le sign-up, et puis finalement, le plus important, c'est de savoir comment déployer tout ça. Alors à bientôt.